mots sur leur parcours, ils font beaucoup mieux que moi. Voilà, qui a aussi eu un avis très tranché, et sa voix s'est bien fait entendre dans le jury. Vincent Pérez, donc acteur et réalisateur, qui est là pour la deuxième année, c'est un fidèle de ce jury. Et photographe, et qui vient de sortir son premier livre, qui va sortir en septembre, son premier livre sur la Russie. Il y avait Olivier Méjean, donc, qui est le PDG, le patron du Point, j'allais dire, voilà. Et puis Bertrand Ciseaux, qui est le directeur de la communication de BNP Paribas et partenaire du festival. Il manque parmi nous Elisha Karmitz de MK2 qui s'excuse mais qui a dû repartir et ce matin. Peut-être la première question que j'ai envie de poser, donc moi je me présente, je suis Benoît Baume de Fisheye, j'étais membre du jury aussi. La première question que j'ai envie de poser à Vincent, qui a l'air d'être d'humeur taquine et ce matin, c'était qu'est-ce que tu as pensé déjà du jury? Est-ce que c'était un jury difficile? Est-ce que c'est une délibération compliquée? C'est vrai qu'il y a eu des éléments très difficiles dans ce jury. On ne va pas les citer. Le président est très exigeant. Non, je crois qu'on s'est bien complété. Chacun avait son opinion sur l'ensemble. J'ai beaucoup apprécié l'échange, le dialogue, cette réflexion sur les films qui nous ont touchés. Donc, j'étais très heureux de pouvoir être autour de cette table. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, toi, les films qui t'ont marqué, dont tu as envie de parler? Oui, alors, c'est vrai que j'ai une tendance à aimer en fait les films qui en fait explorent de nouveaux territoires, hein, comme les films de Créa. Et donc c'est ces films-là qui, je dirais, m'éveillent vers donc des terres nouvelles. En fait, il y a quelque chose de très excitant. On a l'impression d'avoir affaire à des réalisateurs pionniers, et c'est ça qui m'intéresse vraiment. Donc c'est vrai que Dear Angelica, pour moi, avait quelque chose de cet ordre-là. Ensuite, il y a plein de films qui m'ont beaucoup plu. Il y a eu des émotions. C'est vrai que on peut se poser la question sur où se situe l'émotion dans la réalité virtuelle. C'est une question assez intéressante. Et c'est vrai que pour un film finalement qui ne nécessitait pas forcément de la réalité virtuelle, mais Remembering This Day a été pour moi un moment où j'ai vraiment ressenti cette émotion. Alors que la question que je me pose, est-ce que ce film-là m'aurait apporté la même émotion? Je pense que oui, si ça avait été un film tout simplement dans un format classique. Bon, je ne vais pas passer par tous les films. C'est vrai que Newbie a été le film qui nous a, pas pour tout le monde, mais qui a fait presque l'unanimité. Mais c'est vrai que moi j'étais très surpris en fait par la durée du film, c'est-à-dire que c'est par la suite que j'ai vu qu'il faisait 40 minutes alors que j'ai l'impression d'avoir passé 20 minutes. Donc ça c'était vraiment déjà un élément de surprise, et puis bon, toute la fabrication et tout, et puis même le jeu des acteurs. Alors voilà, ça c'est un truc, un élément, moi qui suis acteur, c'est vrai que j'ai un problème en général quand même par les acteurs qui jouent dans les films de réalité virtuelle. Ça manque un tout petit peu d'exigence, je trouve, au niveau du jeu, voilà, au niveau de la qualité du travail des acteurs. C'est une note un peu générale que je donnerais, si je peux donner une note sur ça. Voilà. D'abord, c'est quand même intéressant parce qu'on sent qu'on est à un moment où ça se construit. Donc ça fait plaisir d'être à un endroit où les gens, les
voyage. Alors on a vu des choses très très différentes. On a choisi finalement de primer deux films qui sont très différents, puisqu'il y en a un qui est vraiment sur presque la mise en scène très étonnante et très impertinente d'une famille américaine. Lui est construit de façon assez étonnante avec des scènes. On ne s'ennuie pas dans ce film, on a 40 minutes, on est tenu en force. Je pense que l'idée principale et l'idée formidable de la réalité virtuelle, c'est qu'en l'occurrence, vous êtes très concerné parce que vous êtes le robot à qui il va arriver plein d'histoires et que l'histoire qui vont arriver sont des histoires très marquantes. L'autre film est un film un peu arty, un peu poétique, qui vous prend aussi, qui utilise la VR de façon incroyable parce que vous êtes dans l'expérience, c'est une expérience et vous partez dans cette expérience, vous êtes envahi, il faut aller les voir et les revoir parce que c'est très intéressant. Après, on a discuté parce qu'il y avait des choses extrêmement intéressantes. Bon, je ne peux pas ne pas citer Planète, qui est presque une œuvre. On est à Arles, on est finalement dans le lieu de la photo, et là, on a une œuvre d'artiste qui se passionne pour ces champignons géants qu'elle montre presque dans une folie de l'exagération, en fait, de ce qu'ils deviennent. Et ça, c'est assez passionnant aussi. Donc, c'est des éléments qui sont forts. On a vu aussi, et ça, c'était également intéressant, des reportages, des documentaires sur lesquels on s'aperçoit que la réalité virtuelle apporte réellement quelque chose. Le documentaire sur le Soudan, il y a une partie qui nous a semblé exceptionnelle d'émotion, parce que quand vous voyez ces enfants qui sont dans un trou, quand vous voyez cette maman accéder dans le trou et que vous vivez l'expérience parce que vous êtes un peu dans le trou avec eux, c'est des choses qui sont très fortes. En fait, on n'est pas allé jusqu'au bout du prix parce qu'il nous a semblé que le film avait deux parties, était encore un peu trop compliqué et que probablement il aurait, enfin pour nous, hein, très respectueusement, il faut faire un peu gaffe parce que c'est toujours un jugement, mais en tout cas qu'il aurait mérité d'être resserré. Donc on sent très bien qu'il y a des tas de choses intéressantes qui exigent encore et encore du travail parce que les gens sont en train d'inventer des choses. Quand on est quand même très respectueux du travail de ces réalisateurs qui inventent quelque chose. Après, on est content de nos deux prix parce qu'ils sont... non, le jury n'allait pas complètement tout le temps dans le même sens, mais le jury a assez bien compris qu'il y avait là deux esprits, et je pense que le président va en parler très bien, un esprit, parce qu'il y croyait très fort, un esprit qui est probablement un des futurs larges, mainstream, de le virtual reality, de cette façon de construire les choses, qui peut vraiment devenir une façon d'écrire le cinéma demain, et autre chose qui est du registre d'une expérience poétique qui peut aussi nous permettre d'écrire plein de choses, plein de content, et qui est Dear Angelica. Je sens aller les voir parce que c'est quand même des moments un tout petit peu exceptionnels, vous ne verrez pas le temps passer. Je laisse la parole au président, donc il y avait un point de vue assez précis. Le président a des convictions. Je vous l'indique. On n'a pas été très mou à côté, mais le président a une force de conviction particulière. En tout cas, moi, il m'a convaincu. Par où commencer? Non, d'abord c'est très délicat de donner un prix, d'autant que les films, parce que pour chaque film en fait il y a plusieurs portes d'entrée. Effectivement, par exemple, plusieurs personnes étaient très sensibles à la planète infinie. Moi je ne l'étais pas. Non pas que je ne trouve ça pas bien, mais j'étais pas aussi enthousiaste. Et en fait j'ai compris que c'est après que c'est une artiste qui a un travail beaucoup plus large et que ce film est une critique, une œuvre. Voilà. Quand la porte d'entrée c'est l'artiste, effectivement, le film a une autre valeur. Là, je vois le réalisateur de Kinoscope, c'est pareil, c'est fait dans le jeu, c'est très bien fait, c'est très maîtrisé. Le film remplit, est complètement à la hauteur de ses ambitions, donc il est complètement réussi. Et il est dans un certain cadre.
Alors, d'une manière très générale, il nous a semblé, je sais pas comment commencer, il nous a semblé qu'un des enjeux de la VR aujourd'hui, c'était aussi de trouver un modèle économique. Et que pour trouver un modèle économique qui entraîne un peu tout le monde, c'est bien aussi d'avoir des locomotives, des films qui sont effectivement peut-être un peu plus mainstream, un peu plus accessibles. Dans cet esprit-là, c'est vrai que Niobe, sans doute, était le film le plus apte à endosser ce costume-là. Après, donc, moi, connaissant pas très bien la VR, ce qui m'a frappé, disons, j'ai rien à apprendre à personne, mais l'avancée technologique de la VR, c'est une espèce d'énorme poussée dans l'immersion, dans l'image, mais qui est une immersion physique, c'est-à-dire que physiquement, on est au cœur d'un endroit dans lequel on a la possibilité de porter son regard. Ce qui est très différent du cinéma, parce qu'il n'y a plus la notion de plan telle qu'on la connaissait, et le cinéma, l'unité du cinéma, c'est le plan. Donc en fait, on se retrouve avec plusieurs des films qui sont plutôt des reportages, des films qui sont l'émanation d'une œuvre plus large, des films qui sont une expérience plus artistique, et des choses qui s'apparentent plus au cinéma, effectivement, comme un biopic. En vrai, il aurait fallu donner un prix pour chaque catégorie, pratiquement. Donc voilà, pour ce qui est du cinéma, effectivement, un des problèmes que je me pose, mais dont j'ai absolument pas la réponse. Et effectivement, ce qui est passionnant, c'est de voir des gens qui sont des pionniers, c'est-à-dire de voir des gens qui sont en train d'inventer plus ou moins un langage, ou en tout cas qui n'ont pas de... le vocabulaire ne s'est pas rétréci, n'est pas arrêté, donc il y a une liberté totale. Ça, c'est très rafraîchissant de voir ça. Et effectivement, dans la catégorie film cousin du cinéma, disons, une des questions qui se pose pour moi est le problème de l'adhésion au cinéma marche sur l'empathie qu'on a pour les personnages et l'identification. Ça marche avec des choses qui sont très émotionnelles, très cérébrales, pas tant que ça sensorielles. Et là, la poussée elle est tellement forte en termes de sensoriel que l'équilibre avec l'empathie dans l'identification n'est pas toujours évident. Et effectivement, Niobe, je trouve, a résolu la question de manière extrêmement, je dirais, virtuose. Et moi, je trouve le film réussi vraiment à tout point de vue, c'est-à-dire qu'effectivement, gérer 40 minutes avec ce truc qui n'était pas évident, ils ont parfaitement réussi. Ils ont mis l'objet filmant virtuel complètement au centre du dispositif, mais ils en ont fait une partie de l'histoire. C'est complètement intégré. Pour avoir fait des plans séquences avec des acteurs en tant que réalisateur, faire jouer 6 personnes, dont 3 enfants, en même temps dans des plans séquences, c'est extrêmement difficile. Je trouve qu'ils y arrivent vraiment extrêmement bien. Je trouve que le fait d'avoir mis le film dans les années 80 enlève à la réalité virtuelle son côté recherche et développement, fasciné par le truc du futur, etc. En prenant un truc un peu vintage, je trouve que c'est... Mais ça m'inscrit complètement ailleurs, ça me donne complètement une autre dimension, je trouve ça brillant. Et donc voilà, donc effectivement, si ça peut... j'ai l'impression que c'est sans doute le film qui peut donner une des meilleures portes d'entrée pour aller voir les autres. La connexion était plutôt là, mais encore une fois, je trouve que la majeure partie des films était intéressant. Et effectivement, alors avec des moments, parfois, je trouve qu'il y a un moment dans Exodus, par exemple, dont on n'a pas parlé pour l'instant, mais qui est la traversée d'une rivière par un troupeau de gnous. Donc tout comme ça a l'air un peu pointu, mais c'est vrai qu'avec ce procédé de réalité virtuelle, ça rappelle plutôt du John Ford et de John Wood, c'est ce genre d'expérience. Et il y a souvent, quand même, dans les films, il y a souvent des moments où l'immersion rend le truc très particulier. Merci Bertrand, ton analyse sur les films. Merci, vous avez dit beaucoup de choses. Moi, je voudrais mentionner Altération, qui est aussi un film dont on a pas mal parlé entre nous. Et
qu'elle mérite d'être une vraie tentative de fiction, avec une vraie narration, avec une vraie histoire, avec une vraie chute. Et on a eu à cœur, je pense d'ailleurs, de célébrer deux fictions. Et celle-ci était aussi tout à fait intéressante. Et voilà, j'avais à cœur de le mentionner. Un point, on est bien conscient que les films n'ont pas tous bénéficié du même budget, et bien évidemment, on n'en a pas tenu compte pour rester centré sur voilà, la qualité et l'appréciation des différents films qui nous étaient présentés. Et je pense que vous avez devant vous, Mercedes le disait, les choses ont beaucoup progressé. J'imagine maintenant que la techno va également très vite progressé. Et on voit bien que quand l'image devient vraiment belle, parce que finalement on est tous habitués à une image aujourd'hui d'une qualité dans le monde du cinéma enrichi de la 3D, on est habitué maintenant à une image éblouissante, ce que la réalité virtuelle ne nous apporte pas encore. Mais le jour où ceci arrivera, vous aurez un potentiel encore plus démultiplié sur voilà, la création, que vous allez vous retrouver face, j'imagine, à... Je ne peux pas m'empêcher de penser à Valérian que Luc Besson va sortir. Ça va être le summum de la techno. Ça va être le plus grand film européen jamais réalisé. Ça va être le summum de la techno. Et le film sera réussi si le sujet est ailleurs et que ça reste, en termes de narration et d'histoire, un très très grand film. Et vous allez avoir ce dilemme-là qui va s'accroître. C'est une puissance d'outils absolument colossale. Et à la fin, les films seront des grands films s'ils racontent de belles histoires. Et je pense que je ne sais pas à quelle vitesse la qualité de l'image va. Exodus, c'est un bon exemple. Imaginez Exodus, pour ceux qui l'ont vu, avec une image de la qualité de ce que l'on a aujourd'hui en 3D, ça devient une toute autre expérience. Et ça, je pense que ça va arriver assez vite, je sais pas. Il y a des nouvelles technos de casques qui sont annoncées par Microsoft dès octobre, et surtout, en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est limité par la qualité des casques. Il faut imaginer, c'est comme si on mettait sa tête collée à une télé, quoi. Et voilà, et des nouveaux casques vont sûrement arriver en janvier. On attend des annonces chez Oculus et chez Valve, avec des écrans à peu près d'une définition de 8K. Et là, du coup, on sera vraiment confronté à l'œil humain. Donc en fait, on verra plus ces petits détails, ces petits pixels qu'on voit parfois, ce manque de définition qui peut, quand on est habitué, commencer à gêner la vision sur la VR. Aujourd'hui, c'est pas la qualité des films qui est en cause, c'est la qualité des outils de diffusion. Mais ça va être réglé. Voilà, quand on se reverra dans un an ici pour la 3e édition du VR Festival, cette question-là ne sera même plus une question. Je vais passer la parole à Olivier. Alors, vous avez dit déjà beaucoup de choses. Le fait de visionner 20 films comme on l'a fait, des périodes assez concentrées, d'abord c'est intéressant parce que ça permet d'avoir un panorama de ce qui se fait finalement. Puisqu'on a encore, on vit une époque pionnière dans ce domaine, c'est génial, je trouve ça extraordinaire. Et on a pu, en fait, ces 20 films sont le témoignage de la liberté créative que permet justement cette période. Alors, moi, je me suis intéressé, enfin, certains films m'ont particulièrement plu, mais pour différentes raisons, donc on en a cité pas mal. Moi, je me suis intéressé à la forme de narration que permet la réalité virtuelle, parce qu'en dirigeant un média, on réfléchit forcément à ce genre de choses, et puis il y a des expérimentations qui sont faites, beaucoup par New York Times, mais pas uniquement. Donc forcément, moi j'ai été très sensible à We Who Remain, qui est justement sur le Sud-Soudan, enfin les Nuba Mountains. C'est un film qui dégage de l'émotion, qui nous permet de découvrir, puisque effectivement, en étant complètement dans l'espace, des détails de la vie quotidienne de ces populations là, sur les théâtres de guerre. Et donc forcément, ça dégage de l'information. On retrouve en fait, par cette dimension à 360 degrés, finalement la possibilité de retrouver tout un tas de plans qui donnent des détails, qui permettent de se sentir vraiment au milieu des personnages. Donc ça m'a intéressé beaucoup. On se rend bien compte que ces films sont faits par des journalistes qui ne sont pas forcément justement, qui n'ont pas les techniques du cinéma, puisqu'ils ne sont pas formés
axe pour véhiculer de l'information. Je voudrais également parler, moi, d'Altération aussi, parce que Altération, c'est un univers à la Nolan, et complètement avec de l'intelligence artificielle voilà, dans le scénario, un truc très futuriste, un peu dans l'Inception, on pourrait aller du côté Matrix, etc. Qui moi, vachement séduit, il faut le dire. On n'était pas tous d'accord dans le jury, mais ça suffisait à tout le monde, mais il fallait en choisir un. Bon, le Dear Angelica, moi je rejoins complètement ce que disait Mercedes, parce que là on rentre dans un univers complètement onirique, qu'on retrouve d'ailleurs dans le film aussi, dont on n'a pas encore parlé, Dreams of O, qui, voilà, c'est admirablement fait techniquement, enfin en tout cas c'est le ressenti que moi j'en ai eu, et on est dans un univers complètement onirique, enfin c'est génial, j'essaie d'aller le voir aussi. Il y a quelqu'un d'entre vous qui a dit qu'il avait vu le spectacle, je ne sais plus si vous avez été savoir, qu'il avait vu le spectacle Bellagio, donc à Las Vegas, que c'est un spectacle qui n'a lieu qu'à Las Vegas, et que c'était mieux que le spectacle, qui pourtant lui avait semblé magnifique. Donc, mais quand vous vous prenez vous-même pour une femme, poisson, sirène, c'est quand même un peu exceptionnel, allez faire un tour. Oui, je pense que ça vaut vraiment le coup pour le voyage, quoi. Onirique un peu qu'on fait dans ce film-là. Alors Planète, je suis d'accord aussi, c'est extrêmement, je trouve ça super créatif, vachement intéressant. Voilà, donc je ne peux pas les citer tous, mais c'est vrai qu'on a eu quelques difficultés, on a été obligé de se polariser sur certains films parce que ça marche comme ça, dans nos réflexions, et on a trouvé rapidement un consensus. Ensuite, il n'en reste qu'un, deux, mais donc il a fallu faire des choix. Moi je voudrais vraiment féliciter tous les réalisateurs parce que c'est pas facile, certains avaient des gros budgets, c'est peut-être un peu plus facile, la responsabilité est plus grande, et d'autres qui ont réussi à faire des choses extraordinaires avec pas grand chose, comme en termes financiers, et ça c'est génial parce que la création elle part de là, quoi, donc faut persévérer. On peut parler d'étudiantes. Il y a une étudiante qui a fait un film Immobile, qui est quand même invraisemblable quand on regarde le jeu des personnages. C'est très sophistiqué. Bon, pas beaucoup de moyens, on le sent, etc. Mais on a quand même été emballé par la force de prouesse aussi que ça représente, parce qu'au niveau du langage et du jeu des personnages, c'est exceptionnel. Donc bravo quand même à tous de tenter des aventures pareilles, parce que c'est une histoire de dingue quand même qui s'invente, et on trouve dans certains films qu'on n'a pas pu primer des morceaux qui sont très inspirants. Donc si vous avez le temps, vous les regardez tous, hein, ça se passe très bien, parce que ça donne une inspiration pour des écritures nouvelles dans le digital, dans les content, au cinéma, donc c'est quand même très large. Donc assez enthousiasmant, donc on ne peut pas ne pas remercier tous les gens qui nous ont donné la patate, quoi. Merci à vous. Alors, vu que tout le monde défend un film, moi je vais défendre un film aussi. Donc, là, je vais juste parler d'un petit film danois qui s'appelle And Nothing Happened, qui porte bien son nom. Il ne se passe pas grand-chose dans ce film, mais voilà, il y a une force, je trouve, et de narration que je suis a priori le seul à avoir perçu dans le jury, mais en tout cas qui pour moi est une forme assez nouvelle, qui est très suggestive, et qui finalement, en se passant pas grand-chose, du coup, l'imagination et du spectateur se met vraiment en branle en se demandant ce qui se passe, en imaginant en mettant fait 1000 histoires et dans la tête, et regardez-le, c'est pas un film à grand spectacle, mais je trouve que c'est un film qui vaut vraiment le coup, surtout si jamais vous avez une vie intérieure riche, qui a priori j'étais le seul dans ce cas, mais voilà. Nous, on n'a pas de vie intérieure. Non, je rigole. Je voulais peut-être juste qu'on dise un dernier mot, et chacun, sur peut-être vos attentes, sur voilà, se dire qu'est-ce que j'aimerais voir demain dans la réalité virtuelle,
qu'est-ce qui serait vraiment pour moi le projet, le sujet. Alors j'imagine bien que vous n'avez pas un scénario précis en tête, mais voilà, quel est le genre de choses que vous aimeriez voir, et peut-être du coup on va le prendre dans le sens inverse et je vais poser la question. Alors, moi il y a plusieurs choses que j'aimerais voir. Moi ça m'intéresse effectivement dans très... on n'a pas trouvé exactement les formats encore dans la presse, nulle part à l'échelle mondiale. Certains grands groupes font des expérimentations, mais se trouver au cœur de l'action. Ben, nous qui envoyons des grands reporters sur les lieux de guerre, etc., c'est vrai qu'on essaye par l'écrit, l'écrit hyper puissant, de retransmettre ça. La photo a un impact énorme, et ça va dire probablement tous les autres. La photo impacte énormément, et cet outil d'information en réalité virtuelle permet vraiment de vivre l'action à la place des gens qui y sont. Donc c'est-à-dire qu'on a encore une nouvelle dimension dans la transmission de cette information. Donc ça c'est, je pense qu'il faut qu'on forme aussi les journalistes là-dessus, parce que c'est pas évident à manipuler. Pour avoir un rendu, il y a des histoires de scénarisation, enfin ce genre de choses qui sont à travailler. Donc moi, j'attends et j'observe avec beaucoup d'intérêt les évolutions dans ce domaine. Moi, j'ai pas été tellement perturbé par la qualité technologique que je trouve déjà très bonne en fait, franchement, enfin en tant que spectateur, puisque effectivement on est vraiment, enfin ça fonctionne complètement. Et puis je pense aussi, et je finis là-dessus, que moi ce que j'attends, c'est qu'il y ait encore plus de création, de créativité. Je pense qu'on est loin d'avoir fini d'explorer le domaine, heureusement d'ailleurs. Et il ne faut pas relâcher le côté hyper créatif. C'est un domaine je crois que les auteurs, les réalisateurs, etc., peuvent explorer encore tout un tas de domaines qu'offrent ces technologies. Et c'est absolument fabuleux. Et c'est pour ça que moi j'attends avec impatience les suites et les 20 prochains films. Et je pense qu'on sera toujours surpris par le côté hyper créatif. Et je pense que ça, vraiment, il ne faut pas le lâcher parce que, voilà, ça va être pionnier. Hein. Tout est en train de se construire. Donc je suis très intéressé par les nouvelles idées que le cerveau des réalisateurs et des auteurs vont faire émerger. Et ça sera sûrement un spectacle fascinant. Moi, je dirais deux choses. Je parlerai du sujet de la réalité augmentée, qui est aussi un champ extrêmement vaste. Alors, c'est pas la même chose, mais je pense que nous, on est une entreprise de service, BNP Paribas, et je pense que la réalité augmentée va vraiment permettre d'engager différemment nos publics avec les marques. Et voilà, réalité augmentée, réalité virtuelle, il y a vraiment des ponts intéressants à faire. Et puis pour rester sur le sujet de l'entreprise de service que je représente, je pense que la réalité virtuelle va vraiment permettre de nouvelles expériences extraordinaires. Vous avez, si vous le voulez, là c'est ma seconde de pub, excusez-moi, le premier film corporate d'une entreprise en France, c'est nous qui l'avons fait. Allez le voir et je suis preneur de votre point de vue. C'est pas facile de raconter une entreprise de service via un film de réalité virtuelle, on a essayé. Et voilà, il est vraiment probable que Mercedes y reviendra, j'en suis sûr, que pour les marques, ces expériences-là, progressivement, deviennent absolument centrales dans la manière d'engager la relation avec nos publics, et ça va probablement venir assez vite. Voilà. Merci. Président. Moi, je n'ai pas d'attente particulière, mais je dirais comme ça, d'un côté, une absence totale de mise en scène. Enfin, c'est-à-dire, j'aimerais bien qu'il y ait des choses qui soient où l'acte, ce soit juste de poser une caméra à un endroit où personne ne va jamais, si possible en live. Mais en gros, c'est-à-dire qu'une négociation du cartel de la drogue en Colombie, s'il y avait une caméra virtuelle là, j'ai pas besoin de mise en scène, c'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai envie de voir ça. Ou je sais pas, une famille d'une île qui est en train de se faire inonder dans
l'océan Pacifique qui décide de partir. C'est des choses que j'ai envie de voir, mais pour ça, je dirais qu'il n'y a pas de mise en scène, c'est presque c'est pas du reportage, je ne sais pas comment appeler ça, mais en tout cas, voilà, ça m'intéresserait. De l'autre côté, par contre, j'ai envie de voir ce que va en faire Spielberg, en gros, c'est-à-dire justement l'ultra-spectacle, complètement à l'autre bout. Donc ça, je suis très curieux de voir le film de VR qui en gros, met tout le monde d'accord, c'est-à-dire le Avatar, quoi. Enfin, ce que Cameron a amené sur la 3D, le film Avatar avec Avatar. Et sur les films porno, je pense que là, j'ai une grosse attente. Je suis très, très curieux de voir ce que ça va. Alors, et je te rassure, il doit exister. Je pense que et l'industrie du porno est la plus productive dans la VR. Il doit y avoir à peu près 2000 films disponibles. Donc je te donnerai les bons liens, ne t'inquiète pas. Tout. Mercedes. En fait, il y a beaucoup d'ouvertures, c'est ça qui est passionnant, et d'ailleurs c'est ça qui était passionnant dans ce qu'on a vu, les ouvertures. Évidemment que dans le reportage, dans la prise de conscience, on travaille beaucoup pour des ONG qui cherchent à faire prendre conscience finalement de problèmes. La VR est un système de prise de conscience assez incroyable. On le voit dans le film Soudan, et on a été marqué, et on pense qu'il faut en faire quelque chose. Donc ça, c'est une utilisation et une réflexion très intéressante. Aujourd'hui, les gens nous disent toujours qu'ils veulent être dedans, y compris dedans les entreprises, pour voir les coulisses. Et c'est aussi un objet de coulisses, la VR, puisque vous rentrez à l'intérieur et vous faites partie de l'aventure. Donc dans ce sens-là, je rejoins ce que disait Bertrand sur les marques et un nouveau dialogue ou une nouvelle transparence qui s'ouvre. Après, je pense qu'on n'a pas parlé de tout ça, mais il y avait des exercices, puisque je m'occupe du musée de l'immigration à Paris, et là, j'ai, que ce soit le kinoscope, mais aussi l'expérience autour des minimes de Velázquez, etc., un travail pour toute la réflexion muséale, incroyable, pour aider les gens. Le musée de l'immigration, c'est le musée de l'histoire. Vous avez une expo d'ailleurs qui est proposée en ce moment sur les tziganes. C'est extrêmement fort. Mais comment est-ce qu'on fait rentrer les gens dans l'histoire? C'est compliqué. Ça, on voit bien qu'il y a des moyens de rentrer dans les œuvres, de rentrer dans l'histoire, de rendre les gens aiment à comprendre les choses, de rendre compréhensibles les choses de façon impensable, parce que c'est une expérience. Donc on est quand même sur, on voit bien qu'il y a des possibilités qui sont multiples, et je dirais, et ça sera d'autant plus formidable qu'on ne pensera pas à la technique, parce qu'on fait tout ça, technique. Enfin, moi je m'en fous, je m'en fous pas parce que je pense que c'est par là qu'on y arrive, mais au bout du bout, une œuvre, ça commence quand on se dit pas c'est formidable, ils ont mis leur caméra à droite, à gauche, au milieu. Donc plus ça va s'effacer, mais je trouve que honnêtement, quand vous voyez les œuvres primées, c'est déjà effacé. C'est d'ailleurs, vous ne les regardez pas parce que c'est de la VR. Vous les regardez parce que c'est totalement étonnant la relation qu'on établit avec vous. Ne serait-ce que quand vous vous prenez pour un petit robot et qu'on vous parle et que le gamin s'approche, il y a des moments où vous avez envie de vous écarter et en gros vous êtes dedans. Quand vous êtes dans Angelica, je trouve que l'écriture est déjà très poétique, très envolée, et vous êtes au milieu des mots. C'est une expérience qui est de l'ordre de la poésie, donc c'est intéressant. Donc on voit bien qu'il y a plein de recherches encore dans tous les sens et que le futur peut être grand, donc il faut se retrouver, il faut les voir tous et se retrouver l'année prochaine, en voir plein d'autres et on devrait y arriver. Voilà. Je vais prendre le repas. Voilà. Beaucoup de choses ont été dites, effectivement. Il y a tellement de voies possibles, c'est tellement extraordinaire
toutes les possibilités qu'il y a. C'est vrai que l'idée d'être ailleurs dans un temps réel, ça c'est quelque chose aussi je suis très curieux de voir où la réalité virtuelle va nous emmener avec ça. Je suis très curieux aussi de voir comment la médecine aussi va s'en emparer. Enfin, j'imagine qu'elle s'en est déjà emparée. Pour l'éducation, pour les traitements même psychologiques, psychiatriques, je ne sais pas, mais en tout cas, on sent qu'il y a vraiment, ça va être incroyablement vaste et qu'on va être très surpris par toutes les découvertes qu'il va y avoir autour de la réalité virtuelle. Et la création, bien évidemment, comme je disais tout à l'heure, je pense que là aussi, pour les artistes, il y a tous les possibles. Donc, voilà, je suis très curieux de voir où ça va nous mener. Peut-être qu'avant qu'on conclue, il y a peut-être des questions dans le public pour le jury. C'est la première qui l'a plusieurs, après ça va. Oui. Alors, je vais essayer la parole, peut-être juste pour des éléments de compréhension. C'est dommage que Elisha ne soit pas là. Lui, il a un premier modèle économique, c'est que MK2 a ouvert des salles de cinéma dédiées à la VR, notamment une très grande salle à Paris au MK2 Bibliothèque. Il y a des salles de cinéma qui ouvrent un peu partout dans le monde en VR. Il y a des plateformes de diffusion comme Oculus ou comme Steam qui permettent d'acheter des films en VR, donc il y a une rémunération pour les auteurs derrière. Voilà, donc il y a tout un modèle économique qui est en train de se mettre en place, qui est encore trop faible, mais on voit que le taux en fait est d'attachement, c'est-à-dire quand les gens ont acheté un casque, et notamment le casque le plus diffusé, c'est le Samsung Gear VR, quand ils l'achètent, ils vont voir des films et ils vont en voir beaucoup. Donc il y a une vraie appétence pour les gens à regarder les films. Voilà, ça c'est peut-être un point de vue un peu global, mais on sent que les choses sont en train de se mettre en place. On est très loin encore des modèles et du cinéma, même si jamais, et là on doit le reconnaître, la France est plutôt très en avance dans la production de fiction VR, puisque le CNC a ouvert il y a maintenant 4 ans une division qui s'appelait Nouveau Format, qui est aujourd'hui trustée par les projets de films en VR. Donc le CNC en France finance beaucoup de fiction en VR. Des acteurs comme Orange, TF1 ou Arte financent des productions en VR, puisqu'ils ont des plateformes de diffusion directement liées, donc ils sont intéressés à être coproducteurs de films. Donc voilà, donc on retrouve les mécaniques anciennes du cinéma qui s'appliquent petit à petit à la VR. Et Michel? Justement, par rapport au business model, il y a un élément très limitatif pour le moment, c'est la déclinaison internet de la VR. C'est le 360, et en vrai, c'est tarte. C'est-à-dire que si vous regardiez tous les films qu'on vous a montrés là, dans leur déclinaison 360, c'est assez déceptif. Donc c'est quand même un objet qui se consomme avec un casque, et donc la démultiplication web de cette nouvelle techno, à date en tout cas, elle est compliquée. Et on espérait que le 360 soit assez séduisant. C'est quand même assez déceptif. Donc c'est sûr que pour la viralisation, il y a un petit sujet. C'était aussi un peu l'idée une des idées de notre PNUB, c'est-à-dire je pense que ça se développera avec des zones fortes. Quand je dis fortes, c'est-à-dire vraiment mainstream, c'est pour ça aussi que je vais parler de Spielberg tout à l'heure. Newbie, là où ils ont été très malins, ils ont
c'est des techniciens au départ, les réalisateurs, mais ils vont chercher des gens de Funny or Die qui sont des producteurs de sketch, etc., apparentés à Will Ferrell, etc. Donc c'est des gens qui savent écrire. À la différence de Vincent, enfin c'est pas la différence, mais pour compléter ce que dit Vincent, moi je pense que quand les choses sont bien écrites, le travail est bien fait pour les acteurs en amont. Un acteur, il ne peut pas sauver, s'il y a rien à jouer, il ne peut pas faire grand-chose. Ça veut dire de l'investissement, ça veut dire de l'intérêt, ça veut dire de l'argent, un petit peu d'argent, mais ça va être un truc un peu comme ce qui s'est passé sur Internet. Au départ, moi je comparerais ça plutôt à Internet, c'est-à-dire au départ c'est une espèce d'économie sauvage. Il n'y a pas vraiment d'argent, les gens ne savent pas comment ils vont gagner de l'argent, etc. Puis petit à petit, il y a une espèce de mini-marché qui s'auto-régule et puis qui grossit. Et là, interviennent des gens des grandes entreprises qui investissent et qui augmentent le succès en créant des œuvres majeures. Donc voilà, maintenant aujourd'hui, je crois que personne ne peut vraiment savoir comment tout ça va évoluer. Non, mais la question du modèle économique, en fait, il n'y a pas de modèle. En dehors du cinéma, effectivement, avec K2, je pense qu'Elisha, il aurait pu en parler, mais il n'y a pas de modèle. Enfin, dans la presse, c'est purement expérimental. Il n'y a aucun modèle. Ça perd de l'argent, quelque part, en faisant ça. Mais c'est intéressant quand même, parce qu'on prépare l'avenir. Pas de modèle, parce qu'effectivement, tout l'écosystème qui doit exister autour de la réalité virtuelle est en cours de constitution. Pour l'instant, c'est vraiment, on est aux prémices, quoi. Donc, par contre, il y a une rupture. Donc, c'est une rupture dans le sens, une rupture technologique qui permet d'aborder des choses nouvelles qui pourront faire la différence demain. On ne sait pas, on veut y être, on explore. Toute la filière n'est absolument pas construite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de modèle, les acteurs, on se voit tous, on échange, on cherche en fait voilà, comment tout ça peut fonctionner, parce qu'on est convaincu par contre que ces technologies, l'expérience qu'elles apportent, sont une forme de narration qui va forcément se développer demain. Et effectivement, quand on aura un avatar en réalité virtuelle, ça va se développer massivement. Je pense que ça enclenchera, ça développera la partie économique, modèle économique de ce domaine, avec les marques, les annonceurs, les agences de com et même les médias qui pourront peut-être proposer de la pub, enfin un sponsoring, je sais pas, voilà, il va falloir que tout ça se constitue. Ça va prendre un peu de temps, mais de mon point de vue, ça recèle un potentiel de développement hyper intéressant. Vincent et Mercedes, vous voulez compléter le propos? Vous aviez une question, c'est la même? Non, je voulais rajouter des infos parce que il y a à peu près 3-4 ans, on montrait un film, nous au Festival de Cannes, et on avait des gens qui nous disaient c'est génial, mais ça ne marchera jamais votre truc. C'est dire qu'aujourd'hui, les choses avancent correctement. Et ce que vous disiez au niveau des ONG, il y a également tellement de possibilités, ne serait-ce que des pays qui ont été en guerre, et dont les gens gardent dans l'esprit quelque chose un pays qu'ils n'iront pas visiter et auquel on peut rendre finalement une bonne apparence en montrant des infrastructures modernes, en immersion aux futurs touristes. Il y a énormément de choses à faire, mais effectivement on en est côté ici. Une dernière question? Non? Bon, ben, merci à tout le monde. J'en profite pour parce que c'est un peu la fin de la récréation pour le début d'ailleurs et de la récréation pour le jury qui va être libéré et qui va être lâché sauvagement dans les rues d'Arles pour aller visiter des expositions. En tout cas, merci à vous, merci de votre. Vous avez été extrêmement studieux et voilà, je pense qu'on a un beau palmarès. Merci à tout le monde et je vous invite. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, d'aller voir les films parce que c'est ça les vraies stars de ce festival. Ce sont les films qu'on vous propose dans des bonnes conditions. Donc voilà, profitez-en. Et si jamais vous allez voir des films, n'hésitez pas à venir
nous dire aussi ce que vous en pensez, et si vous avez été d'accord avec les avis du jury, ou si vous en avez d'autres. Voilà, en tout cas, on sera là tout l'été jusqu'au 31 août, donc n'hésitez pas, venez, revenez, et dites à vos amis de venir. Merci à vous en tout cas.